Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. Avec moi pour présenter cette émission, de retour de 5 semaines sous le soleil du Qatar, 3 semaines sous la pluie de Bretagne, Kevin Cabioche. Bonjour Kevin. Bonjour. Et l'incontournable Nicolas Guiraud. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. L'invité du jour, Gilles Roufignat, président du district de foot de la Charente. On va parler football avec vous Gilles, bonjour. Bonjour à tous. C'est l'objet de l'interview. Jingle. Alors Kevin, le foot français est dans la tempête depuis quelques jours. Oui, le foot français dans la tempête avec la mise en retrait du président de la FFF, Noël Le Graët, ce mercredi, suite à ses propos sur Zinedine Zidane ce week-end, qui a aussi réveillé des affaires de mœurs et de gouvernance à la FFF. Gilles, en tant que président du district, est-ce que vous approuvez cette décision de mise en retrait du président ? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais prendre 2 précautions. La première, c'est que ce que je peux vous dire sur ces affaires, c'est une position personnelle de Gilles Roufignat, citoyen, footeux, enfin ex-footeux, et en aucune façon la position du district du football, puisque je n'ai pas consulté les membres du comité de direction. La deuxième chose, c'est que mon avis n'a qu'un faible impact, puisque j'étais présent samedi dernier à l'Assemblée générale de la Fédération. Quand j'ai ouvert mon enveloppe, je suis porteur de 79 voix. 79 voix, ça représente 0,3% du total des voix exprimées. Donc c'est juste pour rétablir, quand j'ai entendu dire dans le lobbying médiatique parisien que les présidents de district et les présidents de ligue avaient pratiquement une responsabilité de premier niveau, notre pouvoir réel représente peu de choses. Le monde professionnel représente à quelques 1% près 36 ou 37% des voix. Voilà. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que c'est effectivement une situation désolante pour le football, en termes d'image. Le comité exécutif a pris une décision hier qui est une décision courageuse, qui est franche, qui est nette. Et puis, le fait aussi d'attendre les conclusions de l'enquête pour éventuellement aller plus loin ou prendre d'autres décisions, me semble aussi une situation de sagesse. C'est un audit diligenté par le ministère. Hein. Oui, c'est ça, oui, alors qui était diligenté avant ce qui vient de se passer ce week-end, hein, enfin, ce qui s'est passé dimanche soir. Donc c'était un audit diligenté, il me semble, il y a à peu près un mois et demi sur la gouvernance de la fédération. Voilà. Moi, hier après-midi, je suis passé à l'école de football de Villebois-la-Valette, commune où j'habite. Et quand j'ai vu les gamins sur le terrain, quand j'ai vu les parents autour et quand je vois les dirigeants qui donnent de leur temps, je me dis que pour toutes ces personnes-là, c'est vraiment dommage qu'il se passe ce qui se passe, mais c'est ainsi. Vous craignez un impact sur le local, sur les jeunes ? Non, enfin, je n'espère pas, je ne crois pas, parce que il me semble quand même que malgré l'emballement médiatique, parce que moi, je n'ai pas directement en cause, mais moi, je réfute et je regrette quand même ce lynchage médiatique qui a eu lieu, au-delà des faits avérés, les déclarations, etc. Mais je trouve dommage. Alors je pense que les gens quand même font la part des choses entre... Vous savez, le football, c'est comme une entreprise, c'est une pyramide. Il faut de la base pour faire le sommet, et plus le sommet monte, plus ça élargit la base de la pyramide. Et nous, les clubs, je vais parler des clubs charentais, le district, l'équipe avec laquelle je travaille, nous ne sommes que des bénévoles, comme dans les clubs. Alors bien entendu, on regrette, chacun a sa position personnelle, mais il n'empêche qu'on travaille pour le football. Je tiens à préciser, puisqu'il est question aussi d'argent, puisque lors de l'Assemblée générale, il a été voté les conventions réglementées qui précisent les modalités financières de rémunération de 3 personnes du comité exécutif. Au district de la Charente, pas un élu, même pas le président, ne perçoit 1 centime pour les missions qu'il entreprend au service des clubs. Donc, pour finir, on est dans 2 mondes différents. Il y a le monde de la base dans lequel je suis, dans lequel sont nos clubs. Après, il y a le monde de l'élite. Juste une formule. Moi, je me disais, quand j'ai présenté une liste et quand je me suis présenté aux élections, je me disais, je vais tomber dans un panier de crabes. Je n'imaginais pas que les pinces seraient aussi grosses que ça. Enfin, est-ce qu'il est temps pour Noël Le Graët de passer la main ? Bon, ça, c'est sa question. Ça, c'est à lui de décider.
moi, comme je l'ai dit, j'ai dit à d'autres et j'ai répondu tout à l'heure, je ne vois pas comment il aurait pu faire autrement que la décision du COMEX. Après, ça lui appartient. Hein. On a vu dans la vie sociale, dans la vie des entreprises, on a vu des gens se maintenir contre vents et marées, quelquefois à raison, quelquefois à tort. Voilà. Après, c'est une dimension personnelle sur laquelle mon avis n'a aucun impact parce que je ne suis pas à la place de cette personne. Autre chose qui aura un impact, on l'espère positif, c'est le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde au Qatar. Vous étiez à la finale à l'invitation de la FFF. Comment vous avez vécu cette finale un petit peu folle ? On est passé par tous les états. Je veux dire, pendant 1 heure, on s'est demandé pourquoi on était là. Enfin, non pas pourquoi on était là, mais on s'est dit c'est quand même dommage de ne pas voir de football. Et puis après, il y a eu la fin du match, les prolongations, qui ont été des moments extraordinaires. Je veux dire, jusqu'à 2-0, 65 000 supporters argentins faisaient l'ambiance dans le stade. À 2-2, on a enfin pu chanter notre Marseillaise a cappella, les quelques milliers de Français qui étaient là. Voilà, donc c'est une finale qui restera certainement mythique, qui est extraordinaire, un scénario fou. Moi, j'ai connu, parce que je suis un petit peu plus ancien que la plupart d'entre vous, que tous d'ailleurs, j'avais connu 82, la désillusion de France-Allemagne. Celle-ci, c'en est une autre, de nature différente. Mais par contre, je retiendrai 2 points positifs. 1, la France a su réagir. Donc c'est quand même plutôt encourageant pour l'avenir. Et puis n'oublions pas que nous sommes vice-champions du monde. Et à ce titre, Didier Deschamps est toujours l'homme de la situation ? Pour moi, oui. Alors là, je vais donner un avis tout à fait personnel. Pour moi, c'est l'homme de la situation. Et sur la position de... Alors, sur la façon dont on peut... je ne connais pas la position et les raisons exactes de la reconduction, mais sur la façon dont on peut apprécier ça. Moi, si j'ai un collaborateur, que ce soit au district ou même dans l'entreprise où j'étais avant, en qui j'ai confiance, qui répond à mes objectifs, qui a des résultats, pourquoi irais-je frapper à une autre porte ? En 2021, c'était un peu différent. Quand la France, après l'euro, a été éliminée, d'ailleurs, il y a eu des alternoiements, des questionnements, c'était différent. Mais aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre, même s'il a du mérite, même s'il a du talent, viendrait remplacer Didier Deschamps. Après, dans 2 ans, dans 4 ans, ça sera autre chose. Alors, il y a un autre sujet qui fâche, Gilles, c'est la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine, qui a tenu son assemblée générale dernièrement. Comment en 2020, les clubs ont voté contre la rémunération de son président, Saïd N'Djimi, contre celle d'autres membres du comité de direction. Et en 2021, le comité était passé outre et avait dit que l'avis de l'AG était simplement consultatif. Vous étiez abstenu de votre côté. Est-ce que selon vous, Saïd N'Djimi doit-il renoncer à son salaire ? Alors, d'abord, pour être tout à fait franc et transparent avec vous, aujourd'hui, les présidents de district, nous sommes en situation conflictuelle et je dirais de rupture avec le président de la Ligue. Je suis le premier à reconnaître que la Ligue, et sous l'impulsion de Saïd N'Djimi, a fait des choses très positives pour les clubs. Non-augmentation des licences, des dotations comme il n'y en a jamais eu, des créations de compétitions comme la finale des champions de chaque district, et puis il y avait un projet pour les coupes. La réévaluation des subventions pour les districts d'Aix-Aquitaine sur la base de ceux de Centre-Ouest, sans que ceux de Centre-Ouest, c'est-à-dire l'ancienne Centre-Ouest, dont la Charente, ne perdent un centime. Donc tout ça, il y a des choses très très positives qui ont été menées. Notre difficulté avec le président de la Ligue, ce sont des difficultés liées au management et liées à son mode de gouvernance. Voilà. Donc je pense aussi que c'est important de dire que malgré tout, il y a eu des choses de faites, et dans l'intérêt des clubs, parce que président de district, président de ligue, élu district et ligue, nous sommes là pourquoi ? C'est pour faire avancer les clubs et pour leur permettre de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. Ce désaccord, Gilles, il a des conséquences dans le fonctionnement ? Oui. Enfin, alors, l'Assemblée générale à laquelle vous faisiez allusion, c'est l'Assemblée qui s'est passée le 2 et le 3 décembre par voie dématérialisée.
Depuis, nous n'avons des contacts avec notre président de ligue que par mail interposé. Et on a reçu hier un mail, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas eu le temps de l'analyser, mais un mail nous demandant de nous positionner sur certains sujets et par voie dématérialisée. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'espoir, dans un court terme, on va dire, du mois qui vient, d'avoir un comité de direction en présentiel pour pouvoir aborder, y compris les sujets qui fassent, parce que avoir quelles que soient les structures, avoir des sujets qui fassent, c'est pas en soi anormal. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pour faire avancer les choses. C'est quand même étonnant de demander l'avis des clubs si c'est pour ne pas le respecter derrière. Oui, alors le point auquel vous faites allusion, il faut, parce que c'est comme pour la Fédé, hein, quand j'entendais dire on va mettre Michel Platini à la place de Noël Le Graët, ça se passe pas comme ça. Il y a des statuts, il y a des règles, il y a des choses qui sont prévues. Et là, effectivement, dans les statuts de la Ligue, je crois que ça doit être l'article 13, il me semble, dans le fonctionnement ou les attributions du comité de direction, les attributions, la rémunération des élus et du président fait partie des attributions du comité de direction. Donc effectivement, Kevin, on peut se poser la question de l'intérêt de poser une question au club en assemblée générale, alors que c'est juste consultatif. On peut dire ça comme ça, oui. Ouais, complètement. On va enchaîner avec l'actualité du district, des choses plus réjouissantes. Kevin ? Oui, autre question sur le challenge A7 et sur la D5. C'est vrai que le challenge A7 se développe bien cette année avec 19 équipes inscrites. C'est près de la moitié des équipes qui sont en D5 avec seulement 40 équipes. Est-ce qu'il y a une réflexion sur cette pyramide des compétitions et sur ce plus bas niveau ? Oui, tout à fait. Alors, pardon, on va l'enclencher. Ça fait partie des 2 chantiers prioritaires qu'on va avoir d'ici le mois de juin pour pouvoir en parler en assemblée générale au club. Je reviens sur le critérium A7 qui a été lancé l'an dernier. On l'avait lancé à la demande de quelques clubs qui avaient des soucis d'effectifs pour pouvoir continuer à alimenter 2 ou 3 équipes. Donc on a mis en place cette compétition qui marche bien dans d'autres districts. Hein. La première année, on a eu 9 clubs. Cette année, on en a 19. Et pendant la trêve, 7 ou 8 clubs nous ont demandé s'ils pouvaient rejoindre ce critérium A7. Alors, ça n'est pas possible parce que le calendrier est fait. Par contre, on vient de créer un critérium A7 complémentaire avec notre équipe de plus. Alors, ça nous amène effectivement... l'objectif, c'est ce que je voulais dire. L'objectif, c'était surtout de permettre aux clubs de garder leurs licenciés sous pression, que les gens continuent à venir s'entraîner avec un match en perspective, qui n'est pas un match à 11, mais ça plaît, hein, ça plaît à une certaine catégorie de joueurs, peut-être des joueurs en deuxième partie de carrière, des joueurs qui ont envie de faire du foot avec un peu moins de contraintes, notamment sur le plan des déplacements, sur le plan de l'horaire. Donc tout ça nous amène effectivement à vouloir engager une réflexion à laquelle les clubs seront associés sur ce qu'on appelle la pyramide des compétitions. Si on schématise, c'est est-ce qu'il faut garder une D5 ou pas, dans quelles conditions? Si on ne la garde pas, est-ce qu'on complète, est-ce qu'on renforce la D4? Parce que le problème de la D5, c'est qu'il y a beaucoup de poules incomplètes, c'est-à-dire des poules à 11, à 10, que quelquefois il y a des clubs qui font forfait général, et donc on se trouve avec des licenciés dans une équipe B, C ou D, mais il y en a très peu, qui vont jouer une fois toutes les 3 semaines ou une fois tous les mois. Donc c'est pas intéressant pour eux, pas intéressant pour le club. Donc voilà, il n'y a aucun objectif de dire il faut supprimer la D5. Ça peut être une voie possible, mais si c'est la supprimer, c'est pour la remplacer, et avec un objectif de fond qui est toujours le même, c'est que les gens continuent à pratiquer le sport qu'ils aiment. Et le plus souvent possible. Et le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Parce que je ne vais même pas jusqu'aux histoires d'accidents, de méformes, de risques d'intégrité, etc. Mais ça en fait partie dans la réflexion. Donc on va, Kevin, on va mettre en place cette réflexion à partir du mois de février et on associera les clubs, du moins ceux qui veulent participer à la réflexion.
Oui, on n'a pas expliqué le critérium à 7 pour les gens qui ne connaissent pas. C'est du foot à 7 sur un demi-terrain avec des buts plus petits comme pour les enfants. Pour les gamins, quoi. En U9. Et en travers. Hein. Oui. Non, parce qu'on pourrait faire un demi-terrain en profondeur. C'est le principe des tournois de Sixte. Voilà. C'est ça, Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, le grand rendez-vous de fin de saison pour vous, ce sont les finales de Coupe à Le Bon. Est-ce que vous avez fixé les dates de ces grands rendez-vous? Est-ce que vous pouvez nous préciser? Oui, alors je vais en profiter pour faire un voyage complet, je ne vais pas parler que des finales. Donc le premier rendez-vous, ça sera le samedi 1er avril pour la finale du tournoi national U13 Pitch, du nom du partenaire. Je ne peux pas vous donner le lieu, on a 2 clubs qui ont postulé, Jarnac et Charente-Limousine. Lundi soir, nous avons... C'est un niveau départemental? Oui, ça c'est la finale départementale. Après, il y a une finale régionale et après, il y a une finale nationale qui se déroule à Cap-Breton. Lundi, on a un comité de direction et on décidera du lieu de cette finale. Après, le samedi 20 mai, finale des coupes à Le Bon. Traditionnel rendez-vous. Voilà. On revient pour les jeunes à Le Bon le dimanche 28 mai, la semaine d'après, où là on fera les finales de Coupe Jeune plus la finale du Critérium A7. D'accord. Le samedi 3 juin, la journée nationale des débutants aux 3 Chênes. Et le lendemain, le dimanche 4 juin, la finale de nos championnats, ce qu'on appelle la Champions Div, plus les féminines à 8 à Saint-Thierry-Ex. D'accord. Voilà nos rendez-vous. Vous parlez de la Champions League, Kevin, ce sera l'occasion normalement de remettre au trophée débuteur? Oui, le trophée débuteur, on va pouvoir voir le classement à la mi-saison qui va s'afficher avec des nouvelles têtes cette saison, notamment Devo, l'attaquant de l'Alliance 3B qui a 10 buts, meilleur buteur en N2 League, Le Goffre de la Couronne en D1 et Oumadi qu'on connaît un petit peu plus, l'attaquant de Linard qui est premier de toute catégorie avec 15 buts cette saison. Un classement que l'on doit à Jean-Michel Gabard. Oui, Jean-Michel Gabard qui tient les comptes depuis très longtemps avec beaucoup de minutie. Alors tout le monde ne connaît peut-être pas Jean-Michel Gabard, mais c'est l'occasion de le remercier. Jean-Michel Gabard a été très longtemps investi au comité de direction de la Charente, du district. Il a souhaité prendre du recul. Mais par contre, il continue à apporter, je dirais, sa compétence et sa passion. Donc merci Jean-Michel pour ce que tu fais pour les buteurs charentais. Voilà, merci Jean-Michel. Allez messieurs, on va essayer d'être un peu plus rapide sur la 3e partie de l'interview avec les chantiers en cours du district. Alors, première chose, Gilles, le nombre de licenciés après des saisons perturbées par le Covid, c'est reparti à la hausse? Alors, la saison dernière, à la fin de la saison, nous avions 12 400, je prends mes notes pour être très précis, 12 470 licenciés, toutes catégories confondues, pratiquants, dirigeants, etc. Ça nous a fait une évolution de 11% sur l'année précédente, et on était toujours à moins 3% par rapport à il y a 2 ans. On peut dire que c'est la dernière saison de référence, puisque c'était la dernière saison hors Covid. Hein, voilà. Donc, c'était bien, c'était encourageant. Au passage, je remercie encore une fois les clubs parce que ce résultat-là d'évolution de licenciés, il n'est pas lié au district, il est lié au club. Hein, ce sont les clubs qui font prendre les licences, qui accueillent les jeunes, qui font le nécessaire pour les encadrer, etc. Donc un grand merci au club. Alors, au 31, je vais faire maintenant une comparaison de date à date. Au 31 décembre de 2022, on était à 11 989 licenciés. Alors, par rapport à la fin de l'année que je viens d'évoquer, ça nous fait 480 licences en moins. Mais par contre, on a 145 licences de plus qu'au 31 décembre 2021. Alors, j'espère qu'on réussira à consolider notre chiffre. Mais en tout cas, on est sur une voie plutôt positive. Si je vous avais annoncé de date à date moins 3%, on aurait du mal à y tenir. Alors, bien sûr, chez les seniors, les gens ont commencé les championnats, on ne va pas avoir beaucoup plus de licences maintenant. Par contre, chez les jeunes, en principe, et je relis sur ce que vous disiez, Kevin, l'impact de l'équipe de France, je pense qu'il y a des jeunes qui vont venir aussi au foot, hein, dans ce qu'on appelle le foot d'animation, à cause ou grâce à l'équipe de France. Donc je pense que l'on devrait être très proche du chiffre de licence de l'an dernier. Voilà. Et puis on a des secteurs qui marchent bien, d'autres qui sont en diminution. Alors, un point qu'on évoque souvent sur les bénévoles, sur les dirigeants, bien, un des points sur lesquels on a la plus forte évolution, c'est les dirigeants
où on a de date à date, c'est-à-dire décembre 2021 par rapport à 22, ou l'inverse, on a plus 6% de dirigeants. Là aussi, c'est encourageant. Je pense que globalement, les clubs, les passionnés de foot, je crois, ont bien traversé... J'arrête. ont bien traversé la période Covid. C'est pas obligé de couper le micro. Non, mais vous me posiez des questions, faites-moi la grâce de croire que les réponses vous intéressent. Bien sûr. Un mot, Gilles, sur les incivilités. On a vu dernièrement un joueur de Gironde suspendu 25 ans. Ce qui est colossal. Est-ce qu'en Charente, il y a eu des incidents majeurs cette saison depuis le début? Non. Alors, non, je veux dire, on est sur la même tendance que l'an dernier. Bon, d'abord, le cas que vous évoquez sur la Gironde, je suis incapable d'en parler, je l'ai vu dans la presse. C'est juste oui, une comparaison. Alors, sachez que si je fais quand même un rapide... vous me direz si je suis trop long. L'an dernier, on a eu une augmentation des incivilités et de la violence, effectivement. On avait 84 clubs sur 117. 84 clubs ont au moins reçu un carton rouge. Après, il y a un top 5 que je ne vous dévoilerai pas. On a eu des sanctions de plus en plus lourdes. L'an dernier, on a eu une sanction de 3 ans, une de 2 ans, une d'1 an, puis après en mois. On a eu 9 cas signalés de comportements intimidants avec les arbitres. On n'a jamais eu, l'an dernier comme cette année, on n'a pas eu d'acte d'agression sur arbitre en Charente. Hein. Voilà. Par contre, alors... Un point important, sur les 25 principales sanctions, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus de 9 matchs, parce que ça correspond à une nomenclature de fautes, il y en a 8 qui concernent des dirigeants et des éducateurs, et 6 sur des rencontres de jeunes. Ouais. Ce que j'en tire comme conséquence, c'est que notre problème majeur aujourd'hui, il est plus en dehors du terrain que sur le terrain, et il concerne plus d'autres catégories que les joueurs. Ceci étant, je tiens, pour conclure, à féliciter le travail de la commission de discipline qui est présidée par Pierre Larouille, qui fait un travail sérieux, méconnu, parce que on ne donne pas n'importe quelle sanction pour n'importe quelle faute. Hein. Il y a un règlement disciplinaire fédéral, il y a un barème disciplinaire fédéral qu'applique la commission de discipline, en sachant qu'elle peut majorer ou minorer les fautes. Et puis, pour finir sur une note optimiste, donc, pour répondre à votre question, à aujourd'hui, dans le début de saison, on n'a pas plus d'actes d'incivilité. Je voulais simplement dire que la discipline, c'est très difficile à juger. Parce que quand quelqu'un de votre club est sanctionné, c'est toujours trop. Et quand c'est celui de l'adversaire, c'est jamais assez. Donc là aussi, une part de subjectivité dont il faut tenir compte. On va terminer sur une note plus légère cette interview en vous montrant une photo qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. Elle s'affiche derrière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, alors absolument. Bon, moi, je suis un joueur de foot très modeste, hein. Donc c'est pour ça que je brigue aucun poste à la fédération, parce qu'il faut être international pour briguer un poste, y compris de président. J'ai joué... Noël Le Graët n'a pas coché la case. Non, mais pour les prochains. Hein, ah bon, puisque vos confrères parisiens ont déjà trouvé le trio magique, Platini, Zidane, Mbappé, capitaine. Voilà. Donc cette photo, c'est l'équipe corporative de... Merci, c'est un super souvenir. C'est une photo qui doit dater des années 80. Alors pourquoi je dis 80? C'est parce que les 2 petits garçons qui sont devant sont mes 2 fils, nés en 76 et en 78. Ouais, et on remercie Bertrand qui nous a confié la photo. Ah oui, d'accord. Bon, je vais appeler mon fils. Donc ça, c'est l'équipe corpo du district, du Crédit Agricole où je travaillais. Et nous avons notre titre de gloire. Nous avons été vainqueurs de la Coupe du Centre-Ouest corporative en battant Annecy sur le score de 1-0 au Stade Chanzy. Et vous étiez en haut à gauche, le 3e en haut à gauche, avec la petite moustache. Un peu plus de barbe, un peu plus de cheveux. À quel poste, Gilles? Oh, moi je jouais ailier, après je jouais milieu de terrain, et comme dans toutes les progressions de sportifs, il m'est arrivé à la fin de faire quelques matchs comme goal, mais c'est pas mes meilleures prestations. En tout cas, merci pour le clin d'œil, c'est sympa. Bon, merci messieurs, on enchaîne avec l'événement du week-end. Et l'événement, c'est encore du football avec les joueuses de l'ASJ Soyaux qui reçoivent l'ogre du championnat Lyon samedi 13h45, si je ne dis pas de bêtises, au stade Léo Lagrange, Nicolas.
Oui, des matchs toujours très compliqués pour la SJ Soyaux. Il y a un monde d'écart entre les deux équipes. Et cette semaine, on est allé rencontrer la gardienne de la SJ, Romane Munich, pour notamment évoquer avec elle ce rendez-vous et lui demander si, lors d'un match comme celui-là, où en général il y a pas mal de buts à l'arrivée, est-ce qu'on finit plus fatigué? On l'écoute. Non, pas spécialement plus fatigué parce que tous les matchs, on doit rester concentré. C'est sûr que un match où on doit rester concentré et on a moins de parades à effectuer, c'est sûr que c'est une autre fatigue. Maintenant, les matchs contre Lyon, on sait qu'on va avoir du travail à faire et puis c'est le rôle d'une gardienne, hein, après tout. On lui a également demandé si elle se souvenait quel adversaire, quelle joueuse de Lyon lui avait marqué le plus de buts. On l'écoute à nouveau. Honnêtement, je saurais pas le dire, mais voilà, je sais qu'elles ont des très belles attaquantes, que ce soit Gerberg, Le Sommer, voilà, Melvin Mallard, voilà, il y a des très belles joueuses, des très belles individualités. Je pense que l'ensemble des joueuses peut marquer un but, hein. On connaît le jeu de tête de Wendy Renard, voilà, toutes les qualités sont présentes au sein de cette équipe. Alors nous, de mémoire, on n'a pas souvenir d'avoir vu la SJ Soyaux accrocher Lyon ces dernières années en tout cas. Donc on lui a également posé la question de savoir si elle croyait à une possible victoire. Bien sûr, hein, sinon ça ne sert à rien d'aller au match, hein. Bien sûr que chaque match on les joue pour les gagner, pour en tirer des résultats positifs. Maintenant, comme dit, c'est Lyon, donc il faut prioriser l'aspect défensif et après, s'il y a une faille, la saisir, quoi. On retrouvera Romane Munich et toutes les internationales, les stars de l'OL, donc samedi 13h45 au stade Léo-Lagrange de Soyaux. Gilles, le foot féminin, c'est aussi un des chevaux de bataille du district de foot. Oui, c'est une de nos deux priorités. Alors, juste sur la présentation du match, j'ai reçu une aimable invitation de la SJ Soyaux, je serai présent, et Renaud Fabre, le directeur général qui signe l'invitation, dit en gros, l'OL, c'est le Real de Madrid chez les filles. Donc c'est pour ça que j'invite tous ceux qui ont envie de voir du beau jeu de venir au match samedi à 13h45 au stade Léo-Lagrange. Alors oui, c'est une de nos priorités. On a deux priorités pour la fin de saison. Et celle-ci, les filles, c'est pour les 2 ans à venir, puisque c'est la fin de la mandature. L'équipe que j'anime, on est élu jusqu'en 2024. Donc il y en a un, on ne va pas le traiter, c'est l'arbitrage. Et le deuxième, c'est la relance de la pratique féminine. Alors, je suis plutôt, pour reprendre l'image de la pyramide, quand je dis ça, je suis plutôt sur la base que sur l'élite. C'est-à-dire que nous, district, les moyens d'aider un club du niveau de l'ASJ sont très très limités. Par contre, favoriser, pardon. Votre action, justement, elle t'exerce. Alors, favorisez-nous, voilà, on a mis en place, depuis le mois de décembre, et sous l'impulsion de d'Emma Gauthier, qui est notre nouvelle conseillère technique en charge du développement des pratiques, on a mis en place un plan de relance du foot féminin en créant des rendez-vous mensuels que l'on a appelés les dimanches du foot féminin, et en incitant et en accompagnant les clubs, y compris avec des dotations matérielles, pour faire des plateaux. Donc on a eu un premier dimanche du foot féminin le 18 décembre. Le prochain, c'est le 5 février à Saint-Yrieix. Et après, on aura un rassemblement en avril et un autre en juin. Et entre-temps, il y a 27 plateaux organisés par les clubs qui sont programmés. Il y en avait un la semaine dernière à Moutier. Alors, ça peut être des plateaux indoor, en futsal. Ça peut être à l'extérieur. La philosophie de notre action, c'est faisons jouer les filles au maximum et faisons-les jouer entre elles. Et on élargit les pratiques. C'est-à-dire que si un club a une seule licenciée, hier à Villebois, j'ai croisé une petite fille de 8 ans, là, on m'a dit il y a 2 licenciés, il faut que Villebois-la-Valette puisse permettre à ces 2 jeunes filles d'aller sur un rassemblement, soit de club, soit nos dimanches du foot féminin, pour pratiquer. Ce qu'on veut, c'est multiplier les pratiques. Donc on a développé le foot 5-5, le 4-4, le 3-3. On permet maintenant aux clubs qui n'ont qu'une, 2 ou 3 filles de se déplacer et de compléter d'autres équipes. Plus, c'est encore une fois l'image de la pyramide, plus la base sera large et plus on aura de chance d'avoir une
un haut de pyramide performant. Alors, quand je dis qu'on veut permettre aux filles de jouer entre elles, ça n'exclut pas que des clubs ou des équipes où les filles veulent et peuvent jouer avec les garçons, ça n'exclut pas, bien sûr, qu'elles continuent. Hein, ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà. Mais jusqu'à présent, on avait une approche un peu élitiste, et je sais que, et moi j'ai une petite fille qui a vécu ça il y a quelques années, qui s'est arrêtée au bout d'un an, parce que quand elle allait en entraînement, les garçons ne jouaient pas avec elle, on ne lui faisait pas de passe. Voilà, donc ça pose aussi le problème de la structuration des clubs, de la qualité, de la personnalisation des entraînements pour les éducateurs à un public de jeunes filles. Donc je ne jette pas la pierre au club. Mais voilà, notre objectif, c'est que au bout d'un an, on perd 60% des premières licences filles quand elles ne jouent pas entre elles. Ouais. Il faut c'est quand même dommage. C'est-à-dire qu'on a, grâce à l'équipe de France masculine et féminine avec Corinne Diacre, on a un merveilleux développeur. C'est dommage qu'au bout d'un an, les jeunes filles s'arrêtent. Donc voilà notre priorité. Merci Gilles. On passe à la séquence suivante, l'équipe du week-end. Alors Kevin, l'équipe du week-end qui n'est pas du week-end, mais qui va être l'équipe à la trêve. Ouais, l'équipe type à la trêve qu'on a construit à partir du challenge des étoiles. Donc tous les week-ends, les entraîneurs de D1 et D2 votent pour le meilleur joueur de l'équipe adverse. Et il y a plusieurs joueurs qui ont accumulé les étoiles pendant la première partie de saison. Et ça donne 7 équipes avec notamment Guillaume Liquan, qu'on cite quasiment toutes les semaines, avec 6 étoiles, qui est le seul à avoir autant de nominations cette année. Et on peut aussi citer Nathan Traoré, le défenseur d'Aigre, qui a été cité 5 fois. On remercie et on félicite également Christian Herlin, qui œuvre semaine après semaine pour tenir à jour ce classement des étoiles au contact des entraîneurs de D1 et de D2. On enchaîne avec la séquence suivante, l'Instant Rematch. Alors, petite rentrée pour l'instant rematch. L'instant rematch après la trêve. On avait quelques actions en ligne lundi, dont le match en retard de Coupe de Nouvelle-Aquitaine entre Moutier et la CFCB. Et on a décidé de récompenser non pas un but, mais une superbe initiative d'un joueur de la CFCB. On regarde la vidéo. Lanier, un bon espoir de la CFC qui a joué quelques minutes en National 2 et qui a vraiment un bon petit niveau. Ouais, si là ça rentre pas, c'est quand même bien tenté. Voilà, super tentative de lob de 25 mètres. On a cru sur l'instant qu'il y avait but. Elle pose juste au-dessus de la barre. On va revoir ça. Et cette vidéo a été tournée par Florence Favre de Moutier, qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne, notre habituel partenaire de l'Instant Rematch. Stadium La Couronne. Merci. On enchaîne avec l'agenda. Et le week-end qui démarre dès vendredi soir, 19h30 pour le SA15 à Rouen. Des Angoumoisins battus vendredi dernier par Nevers sur leur pelouse, qui vont tenter de rétablir la situation à Rouen, qui compte 7 points d'avance. Un match entre deux équipes qui bataillent pour le maintien. Toutes les informations de présentation du match, vidéo, articles sont à retrouver sur le site de Charente Libre. Le match sera à suivre en direct, écrit et audio, également sur le site de la Charente Libre, vendredi 19h30. La CFC joue également des vendredis, Kevin. Oui, vendredi à 19h30 également à Trélissac. Trélissac qui avait battu la CFC au 7e tour de la Coupe de France. Donc on avait reçu David Giguel à cette occasion, juste avant. Ouais, on avait porté la poisse. Ouais. Depuis, ça va mieux pour la CFC qui reste sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires juste avant les fêtes. Ils sont 6e au classement avec 20 points. Trélissac, au contraire, est sur 4 matchs sans victoire. Ils sont 14e avec 14 points. Donc, le vent est dans le dos de la CFC pour ce match. Nicolas, il y a également du hand et du rugby pour boucler le week-end. Oui, après un derby plus âpre que prévu, malgré le niveau d'écart entre la CH et l'Aljo, mais les deux clubs repartent au front. L'Aljo qui reçoit Montcoutan, toujours en quête d'un premier succès, et la CH qui va du côté de Côte-Basque en termes de rugby. Au niveau du rugby, l'UBJ va aussi en Côte-Basque. Va aussi en Côte-Basque sur un stade où c'est jamais facile de gagner. C'est à Nafaroa qui est 7e de sa poule. L'UBJ est juste derrière. On croise les doigts pour qu'il puisse ramener
un succès, mais ce sera compliqué. Et pour finir, l'UCS qui qui reprend la compétition. Ouais, dont on a reçu les 2 coprésidents la semaine dernière. La semaine dernière, ouais, ils reprennent le championnat après avoir déclaré forfait avant la trêve. Ils reçoivent Tarbes dimanche 15h au Parc des Sports. Il y a eu une petite lumière, une petite onde positive cette semaine dans une saison très sombre pour les rugbymen cognassés. C'est le retour de Michael Higonnet, le pilier du club qui avait été plongé dans le coma artificiel après avoir eu 2 crises d'épilepsie. On était heureux, on l'a vu hier matin, il revenait pour la première fois au centre d'entraînement et il envoie un message de soutien et d'encouragement à ses coéquipiers avant la venue de Tarbes dimanche. On l'écoute. Un message positif, oui, faut continuer à bosser. De toute façon, au bout d'un moment, ça va le faire. Il faut au moins gagner ce premier match. Parce que les matchs perdus d'un point à la dernière minute commencent à en avoir marre quand même. Et voilà, je leur souhaite que ça, du positif jusqu'à la fin de la saison et gagner les matchs. UCS Tarbes donc dimanche 15h au Parc des Sports de Cognac. Cette émission est terminée. Merci Kevin, merci Nicolas, merci Gilles d'avoir répondu à notre invitation. Plein de bonnes choses pour le foot charentais en 2023. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par les vœux pour les clubs, bon, donc c'est fait. Meilleurs vœux à tout le monde. Nous, on les a présentés la semaine dernière déjà. Donc, Et puis, nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.